Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Cette saison, je te propose aussi un épisode bonus chaque vendredi. Il sera composé soit d'une parole d'expert sur le sujet abordé le mardi, soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Il faut que je te dise, je suis toujours très impressionnée de voir à quel point la maternité peut chambouler des vies. Donner naissance, c'est rarement ajouter simplement un nouvel être humain à sa vie et bousculer les emplois du temps. Ça transcende certaines femmes au point de repenser leur vie tout entière. Car en accouchant de leurs enfants, c'est un peu elles-mêmes qu'elles font naître aussi. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Marion, mon invitée du jour. Marion a toujours su au fond d'elle qu'elle serait mère. Enfant, son attrait pour la périnatalité était très fort, au point de vouloir devenir sage-femme ou auxiliaire de puériculture. Et puis, dans sa vie d'adulte, elle suit un tout autre chemin. Elle fait une école de commerce pour pouvoir voyager, ce qu'elle finit par faire en partant à New York, où elle rencontre celui qui, elle en est certaine, sera le père de ses enfants. Ils rentrent en France avec un projet professionnel commun, ouvrir une pâtisserie. Mais comme la vie est pleine de surprises, ça ne se passe pas exactement comme prévu. Marion tombe enceinte sans s'y attendre, et la maternité ne la laissera pas indemne. Elle traverse une longue période sombre dans laquelle elle a cette impression que sa vie est terminée, que jamais plus elle n'aura de place rien qu'à elle, et que désormais toute son énergie et son temps doivent être dévoués à son enfant, jusqu'au jour où elle a un déclic. Pour sa survie, il faut qu'elle sorte de cette spirale. Elle donne alors vie à un projet qui fait sens pour elle, et c'est ainsi que naquit Oh Mama Care. Qu'est-ce que c'est ? Je te laisse découvrir ça dans ce nouvel épisode. Tu pensais être seule à galérer ? Mets tes écouteurs et prenons un café. Salut Marion. Salut Élise. Bienvenue sur Prenons un café, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour parler de ton histoire, de ton parcours et surtout de ce que tu en as fait. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous dire un peu qui tu es, s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Donc, je suis Marion, j'ai 32 ans. Je suis la maman d'une petite fille de 3 ans et demi. Je suis originaire de l'Est de la France, mais j'ai vécu un peu partout en France, partout dans le monde. Et j'ai lancé donc il y a quelques mois une entreprise qui s'appelle Oh Mama Care et donc qui est un service d'aide à domicile pour les jeunes mamans spécifiquement. On va s'intéresser particulièrement au cheminement qui t'a mené à créer cette entreprise. Je vais te poser la question traditionnelle de Prenons un café. Est-ce que toi, Marion, tu as toujours désiré être mère ? Alors, très bonne question. Je pense que oui. Parce que quand j'y réfléchis, je pense que j'ai eu assez tôt un désir de maternité. Alors comme beaucoup de petites filles, je pense, j'ai adoré jouer à la poupée. J'avais envie de devenir auxiliaire ou sage-femme, voilà, pour être au contact des bébés toute la journée. Donc, tu vois, j'avais quand même on va dire cette sensibilité et cette attirance pour cet univers-là. Et c'est vrai que oui, assez tôt, je me suis vue avec des enfants. En tout cas, je n'imaginais pas ma vie sans enfants, parce que je pense que ça faisait aussi partie de mon schéma familial et de mon schéma de pensée. Donc, je n'avais jamais vraiment remis ça en question. Et finalement, j'ai pris un chemin, enfin une voie tout autre, puisque je n'ai pas du tout fait des études dans l'univers de la périnatalité. Mais j'ai fait une école de commerce. Ah oui, rien à voir. Ah ouais, non, rien à voir. J'avais très très envie de voyager et je me suis dit que c'était certainement une très bonne façon de voyager, voilà, tout en étudiant et en m'amusant, on va dire. Ouais. Donc oui, cette sensibilité, cette envie d'être maman, mais les années passant, je me disais que voilà, je pouvais encore repousser le fait d'être mère. Je n'avais pas non plus une urgence absolue pour devenir maman. Et alors, quand est-ce que ça s'est concrétisé un petit peu, cette envie, ce désir ? Quand est-ce que tu as décidé ? À quel moment tu as eu, je sais pas, est-ce que tu as eu une révélation sur le OK, c'est maintenant ou pas du tout ? Oui et non. Disons que lorsque j'ai rencontré mon conjoint actuel, ça a été plutôt une évidence dans le sens où je me suis dit, voilà, c'est le bon, ce sera le père de mes enfants quasiment instantanément.
C'est assez incroyable comme sentiment, mais j'avais une très grande confiance là-dedans et c'était une évidence. Et voilà, on en a parlé assez vite finalement. Et notre fille est arrivée aussi très vite et plus vite que ce qu'on avait imaginé du coup, parce que voilà, on était encore au tout début de notre histoire. Ça faisait 1 an, même pas 1 an et demi qu'on était en couple. Donc, Ah oui. Très tôt. Et évidemment, ça a été une surprise. Donc pas mal de questions et un lot d'angoisse aussi. Mais voilà, on savait qu'on voulait des enfants ensemble, donc on était très heureux. Ouais. Tu dis c'était une surprise, vous étiez pas dit allez on y va, c'est vraiment arrivé comme ça. Enfin, Oui, c'est vraiment arrivé comme ça. t'étais sous contraception ou pas? Alors non, j'étais pas sous contraception, donc voilà, on va dire attention. Et puis, mais bon, on savait très bien que voilà, le risque entre guillemets était là et c'était un risque qui était quand même accepté. Je veux dire, quand vraiment on sait qu'on n'est pas avec la bonne personne ou qu'on ne veut absolument pas d'enfant, pas maintenant. Évidemment, je pense qu'on fait plus attention et c'était pas mon cas. J'avais arrêté la contraception 2 ans auparavant, je pense, plus pour des raisons de santé parce que voilà, j'avais envie de m'en libérer. Et donc voilà, c'est arrivé comme ça et c'est la vie. C'est chouette, c'est chouette. Alors, comment tu le découvres? Parce que c'est une grossesse surprise. Comment tu le découvres? Est-ce que c'est le retard de règles ou c'est plus long? Enfin, comment tu découvres cette grossesse? Alors, un pressentiment. En fait, si tu veux, donc je faisais, bon, j'ai envie de dire, je faisais attention sans vraiment trop faire attention encore une fois parce que je pense que finalement l'arrivée d'un enfant était quand même bienvenue, donc je regardais, mais bon voilà, sans prendre en considération que forcément nous sommes des êtres cycliques et que les cycles ne sont pas tous hyper réguliers, qu'il peut y avoir plein de variations, plein de facteurs qui entrent en compte dans ces variations-là. Et je ne sais pas pourquoi, mais c'est très bizarre, hein. J'ai eu une intuition avant même d'avoir un retard de règles, alors que je veux dire, on n'essayait pas d'avoir un enfant. Je veux dire, quand tu essayes, tu es peut-être plus à l'écoute des petits symptômes, des petits signes. Tu te dis, bah tiens, est-ce que c'est pas ça? Là, pas du tout. Et je voyais des choses dans la rue, je sais pas, un panneau publicitaire, maman bébé. Je me dis, ah bah tiens, est-ce que je serais pas enceinte? Enfin, je sais pas, des choses assez étranges en fait. J'ai dû faire une radio du bassin à ce moment-là. Et tu sais, quand tu fais des radios, normalement, on te demande si tu es enceinte. Et du coup, j'ai dit non, mais je me dis, mais en fait, peut-être que si. Bon, et j'étais peut-être au 30e jour de mon cycle, ou oui, 30 ou 32, donc tu vois, rien de l'anormal. J'avais pas mes règles, mais bon, ça reste un cycle normal. Et je vais à la pharmacie pour X raisons et je passe devant le rayon test de grossesse. Et je me dis, bah tiens, je vais en prendre un par curiosité, voilà, pour faire le test, quoi. Finalement, je me dis, oh non, je vais pas encore dépenser 5 € dans un test qui de toute façon sera négatif. J'arrête de me faire des films et je laisse tomber. Puis 3 jours passent et je retourne à la pharmacie pour je ne sais quelle raison et je passe à nouveau devant le test de grossesse et puis je me dis, bon, je prends le test et voilà, je le fais. J'étais à mon 35e jour du cycle et c'était un midi, donc je rentre chez moi, je fais le test et là, je crois voir une barre très très pâle, mais j'en suis vraiment pas sûre. Ouais. Quand elle est pas franche, on se demande toujours un petit peu, on se dit tiens, est-ce que c'est vraiment ça? Et pourtant, oui, même si elle est pas franche, c'est positif, quoi. Exactement, c'est positif et elle était vraiment, voilà, très 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 peu marquée et d'un autre côté, enfin, je pense que je la voyais, mais à ce moment-là, j'étais dans un certain déni, je pense. Et qu'est-ce que tu fais du coup? Ah bah alors là c'est la panique, je me dis oh là là mais mon Dieu, mais est-ce que c'est positif? Mais je crois que oui, non mais c'est pas possible. Donc là je suis dans tous mes états, je me mets à pleurer d'angoisse parce qu'en fait à la fois j'avais un doute et j'y croyais sans vraiment trop y croire et ouais, j'étais vraiment on va dire bouleversée. Les premiers réflexes c'est donc d'appeler mon médecin traitant. J'appelle le secrétariat et je lui demande en fait une ordonnance pour faire une prise de sang. Et elle me répond ben non madame, si votre test est positif, il est positif, donc il est positif. Voilà. Et elle m'a gentiment envoyé balader. Ah ouais? Ouais. Pourtant, justement, il te recommande plutôt de faire un test labo après avoir fait un test urinaire, enfin un test sanguin. C'est même
Enfin, moi, je sais que c'est comme ça que j'ai fait. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit de faire et Oui, normalement, oui. Mais en fait, je pense que j'étais vraiment paniquée au téléphone. Et je dis, je crois être enceinte, mais je suis pas sûre, mais je vois un trait, etc. Elle m'a dit, bah, écoutez, si vous voyez le trait, a priori, c'est que c'est positif. Et donc, j'ai quand même rappelé derrière le gynécologue qui, lui, m'a fait une prescription pour un bilan sanguin. Et en effet, ça s'est confirmé le lendemain. comment tu réagis, toi? Est-ce que tu es paniquée? Est-ce que tu es heureuse? Est-ce que tu en parles à ton conjoint tout de suite? Comment ça se passe? Oui, 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 j'en parle tout de suite. En fait, il est midi ou 13h au moment où je fais le test et il doit rentrer 1 heure plus tard. Il devait aller faire une course ou je ne sais quoi. Je l'appelle, je dis écoute, annule ta course, rentre à la maison, faut que je te parle. Et bon, il Il a a dû senti, flipper. ouais, il a senti qu'il fallait rentrer, quoi. Ouais. Donc il est arrivé, j'étais dans tous mes états. Il m'a dit qu'est-ce qu'il y a, ça va pas, qu'est-ce qui s'est passé? Et moi, à moitié en larmes, je lui dis, bah écoute, j'ai fait un test de grossesse et je crois qu'il est positif. Et donc, je lui montre le test et il me dit, mais non, mais je vois rien du tout. T'inquiète pas, t'es pas enceinte, y a rien là sur ce test. Et je lui dis, bah si, regarde à la lumière du jour, quand tu le mets comme ça, si tu regardes bien, je crois qu'il y a une barre, etc. Il m'a dit, bon, ben, on va attendre 2-3 jours et dans 2-3 jours, on refera un test et puis on verra. Et je crois d'ailleurs que j'ai attendu en fait ces 3 jours avant de faire la prise de sang. Et 3 jours plus tard, au petit matin, je me lève, je fais le test et puis là, la barre est franche, donc le test Ouais. est positif. Et alors, c'est quoi la réaction? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est flippé, lui aussi? Non, il est content, il est content. Il me dit, bah écoute, il m'a dit, on attend, on va voir, et puis si c'est confirmé, bah c'est confirmé, et on va devenir parents, et ce sera très bien. Donc, il prend bien la nouvelle, il était plutôt rassurant. En tout cas, il paraissait moins flippé que moi. Et on s'est quand même dit, bon, on se laisse le temps de réfléchir en fait. Est-ce que on veut vraiment le garder ou pas? Pour plein de raisons. On était un jeune couple. On s'est rencontrés à l'étranger, donc on vivait depuis peu en France, installés ensemble depuis peu. Enfin, on n'était pas non plus dans une situation hyper stable, ne serait-ce que professionnelle. Donc, on s'est quand même laissé ce petit laps de temps pour y penser. Et puis, mais en fait, moi, dans ma tête, à partir du moment où j'ai appris que j'étais enceinte, la décision était déjà prise. Donc, Ouais. voilà. Et comment se passe alors ce début de grossesse, une fois que c'est confirmé par la prise de sang et que tout ça, que l'aventure est lancée? Comment tu le vis, toi? Est-ce que c'était un début de grossesse facile? Est-ce que tu as eu justement des maux de grossesse? Comment ça se passe? Écoute, je n'ai eu aucun mot de grossesse à aucun moment de ma grossesse en fait. Donc au tout début, c'est vrai que tu sais, j'avais ce sentiment de détenir le plus grand secret du monde, quoi. C'est vrai que quand on est enceinte au tout début et qu'on est la seule à le savoir, c'est un sentiment incroyable. Et puis toujours cette petite inquiétude de en fait, je ne ressens rien. Je n'ai aucun symptôme. Donc est-ce que je suis réellement enceinte? Est-ce que la grossesse est toujours là? Et c'est vrai que les premières semaines et les premiers mois, je les ai trouvés parfois difficiles à vivre de ce point de vue-là, parce que j'avais toujours cette question est-ce que à la prochaine échographie le cœur sera toujours là? Mais j'étais très heureuse d'être enceinte. Je le vivais super bien. J'étais en pleine forme, donc honnêtement au top. Ah, trop bien, Ouais. trop chouette. Tout à fait. Et vous l'avez annoncé à vos proches au bout de combien de temps? Vous avez attendu le premier trimestre ou pas du tout? Oui, on a attendu. Alors, je crois que pour ma maman, on lui avait annoncé un petit peu plus tôt, un petit peu avant. Et sinon, oui, on a attendu donc la première échographie pour l'annoncer au reste de la famille. Et ça a été une grande surprise pour tout le monde parce que, évidemment, on n'avait jamais parlé avec nos proches du fait d'avoir un enfant. Et puis, encore une fois, comme on était un jeune couple, personne se disait tiens, c'est un projet, quelque chose qui va arriver. Enfin, voilà, ça a été la surprise, mais ça a été super bien reçu. Tout le monde, a été hyper content d'apprendre cette nouvelle. Donc, on était tous très heureux. C'était quoi ta vie, toi, à ce moment-là, professionnelle? Qu'est-ce que tu faisais? Parce que tu l'as dit un peu en intro, enfin en te présentant, on sait aujourd'hui ce que tu fais dans la vie, mais justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est le cheminement, ce qui t'a mené à faire ça. Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là, quand tu as appris ta grossesse, au début de ta grossesse? Je vais répondre très simplement à ta question. Ce que je faisais, je travaillais en tant que responsable adjointe dans une boulangerie. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que en fait, donc moi j'ai fait une école de commerce, j'ai fait tout le parcours, tout le cursus, j'ai un master en marketing grande consommation et une fois diplômée, j'ai eu mon premier job donc en marketing digital pour une grande maison de luxe, etc. Et je ne trouvais absolument aucun sens dans ce que je faisais, mais j'étais totalement
déprimée à l'idée d'aller bosser le matin. Ça m'était vraiment dans une grande angoisse. Et puis j'étais dans cette quête de sens, voilà, au sens large, c'est-à-dire dans ma vie en général, et puis plus particulièrement dans ma vie professionnelle. Et puis je me demandais mais comment font tous ces gens là qui prennent le métro le matin pour aller bosser. Moi, j'y arriverai pas, c'est pas fait pour moi. Voilà, ça a duré quelques années, 2-3 ans comme ça, où vraiment je me posais énormément de questions. Et puis en fait, à un moment donné, j'ai eu, on va dire, l'opportunité de partir aux États-Unis avec mon copain de l'époque. Et je me suis dit bon, en fait, je me plais pas ici dans mon boulot, je me plais pas à Paris. Lui, il déménage aux États-Unis, je vais le suivre. Je sais pas ce que je vais faire là-bas, mais j'y vais et de toute façon, ça peut pas être pire. Et donc, chose faite, je débarque à New York au mois de février, la veille de la plus grande tempête du millénaire. De neige. de neige. Bon, super, ça commence bien. Sans savoir du tout ce que je vais y faire. Et puis, assez vite, je me suis mise la pression quand même. Je me suis dit, bon, bah Marion, il faut que tu trouves un job. Il faut que tu aies aussi un job pour avoir un visa, pour pouvoir rester. Donc, je me suis mise à chercher un travail. Et j'ai trouvé donc un petit job dans un coffee shop qui venait d'ouvrir, et puis chercher un petit peu, on va dire un bras droit. Donc je touchais à tout, tu vois. Je faisais à la fois de la vente, à la fois de l'événementiel, des RH, etc. Et c'était super parce que c'était un poste polyvalent. Je n'étais pas assise à mon bureau toute la journée, et j'ai adoré ce boulot-là. Et c'est dans ce contexte-là donc que j'ai rencontré mon conjoint, qui lui est pâtissier, et donc qui à l'époque était le pâtissier de ce coffee shop. D'accord. Voilà. Et en fait, bah, si tu veux, voilà, notre relation a démarré 1 an et demi plus tard, et on est rentré en France, et on avait ce projet en fait d'ouvrir une boulangerie ou une pâtisserie ensemble. Et donc moi, si tu veux, j'ai continué dans cette voie-là en me disant bon bah je vais acquérir de l'expérience dans l'optique d'avoir un jour ce projet commun. Donc au moment où que je suis enceinte, pardon, on est revenu en France depuis, je sais pas, peut-être 6 mois. Et donc je travaille dans cette boulangerie, et dis-toi que c'est un travail qui est hyper physique. J'enfourne et je défourne des baguettes pratiquement toute la journée. Et je suis enceinte, et c'est vraiment un boulot pas simple. Mais bon, c'était une transition, je savais que c'était temporaire, et j'ai tenu bon jusqu'à 6 mois de grossesse. Ouais, jusqu'à ton congé pato, c'est ça? Enfin, t'as été arrêtée ensuite et congé maternité. Quand tu as arrêté à ce moment-là, est-ce que tu envisages, après ton accouchement, après la naissance de ton enfant, de revenir dans ce travail-là? Est-ce que pour toi, c'est juste une pause pour ton bébé et tu reviens après? Non, je savais que je n'y retournerais plus. Et d'ailleurs, c'était déjà négocié. J'avais dit, ben voilà, je prends mon congé maternité. Ensuite, on fait une rupture conventionnelle. Je m'arrête. En fait, c'était assez mal passé avec la directrice en place. C'était pas une très bonne expérience. Je savais que je voulais plus y revenir. J'avais appris entre guillemets ce que j'avais à apprendre, enfin ce qui m'intéressait par rapport à mon projet professionnel. Donc voilà. Au moment où je pars en congé, on va dire pathologique, où je suis en arrêt, je sais que je n'y retournerai plus. Au même moment, donc du coup, tu as ce bébé qui grandit en toi, tu découvres un petit peu cet univers périnate qui t'intéressait déjà enfant, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, enfin, tu avais un attrait quand même pour tout ça. Est-ce que tu sens une pointe de changement déjà à ce moment-là? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te travaille particulièrement? Alors non, vraiment pas. Dans le sens où effectivement j'avais cette sensibilité, cette attirance pour cet univers-là, mais je pense que je m'en suis coupée. C'est-à-dire que oui, cet attrait, il a été là dans mon enfance et mon adolescence. Et puis ensuite, quand j'ai changé de voie, si tu veux, j'ai un peu laissé tout ça de côté. Tout au long de ma grossesse, si tu veux, alors j'étais très heureuse d'être enceinte, j'ai adoré être enceinte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'avais aucun symptôme, donc c'était super. Mais aussi, si tu veux, je ne me suis posé aucune question. Étrangement, hein, j'étais pas du tout ouverte, ou je m'intéressais pas au fait d'accoucher physiologiquement, par exemple, ou j'avais vraiment confiance dans le corps médical, on va dire. Donc moi, je suivais le protocole, je suivais les rendez-vous. Je me suis dit bon bah je vais accoucher dans une clinique, je vais prendre la péridurale, ça va se passer comme ça, et puis je vais devenir maman, puis comme tout le monde, finalement tout le monde devient parent, donc moi je vais y arriver et ça va le faire. Et puis je vais reprendre ma vie, puis je vais continuer mon projet professionnel comme C'est c'était ça. écrit. Et voilà, c'est juste en fait finalement une personne qui s'ajoute à ma vie, mais ça change pas en gros qui je suis et ce que je suis et tout ça. Du coup, donc là on parlait grossesse, tu disais que ça se passait super bien. Arrive la naissance. Est-ce que tu es surprise par la naissance? Est-ce que tu as vécu un accouchement comme tu l'imaginais justement, cet accouchement médicalisé que t'attendais? Oui, en fait, c'est vrai que voilà, je m'étais dit un accouchement, bah potentiellement c'est douloureux, potentiellement ça peut être difficile, il peut y avoir des complications. Je m'étais quand même préparée, on va dire, à ces éventualités-là. Et finalement, bah, l'accouchement arrive, le travail se met en place naturellement. Je fais un certain nombre d'heures de travail à la maison.
et puis tout s'enchaîne de manière très naturelle et sans complications. Donc j'ai quand même eu de la chance de ce point de vue-là. J'ai pris la péridurale, mais vraiment au dernier moment. Donc j'étais déjà, à dilatation complète si tu veux. Donc j'étais sur le point d'accoucher. On me met la péridurale, le bébé sort. Enfin, je veux dire, ça a été sans entrave. Donc j'ai envie de dire, oui, j'étais contente de cet accouchement-là, qui a été un beau moment. Est-ce que tu t'étais préparée à l'après? Pas du tout. Le postpartum, c'était un mot que tu connaissais ou pas du tout? Honnêtement, je pense pas. Non, C'était il y a combien de temps, tiens, dis-moi? ma fille a 3 ans et demi, donc Ok. voilà. Non, honnêtement, hein, je pense que je ne connaissais même pas ce terme. Comme je te le disais, je ne m'étais posé aucune question et j'étais très naïve, très très naïve. Pour moi, avoir un enfant, c'était naturel, donc simple et donc dans la continuité des choses. Et alors, comment ça s'est passé quand tu as découvert l'envers du décor? Ben assez difficilement parce que comme je n'étais pas préparée à vivre ça et j'en avais jamais entendu parler, je l'ai vécu un peu comme une trahison. Alors, j'aurais pu moi faire des recherches, me renseigner, etc. Mais comme j'étais pas ouverte à ce sujet-là, je pense que j'attendais beaucoup en fait du gynécologue et des sages-femmes pour qu'ils m'informent, qu'ils me disent voilà ce qui allait se passer. C'est vrai que comme le postpartum n'était pas un sujet qu'ils avaient évoqué, bah, si tu veux, je me suis dit bon, je vais découvrir par moi-même au fur et à mesure et voilà. Mais donc si tu veux, les douleurs physiques, la fatigue, les complications liées à l'allaitement, tout ça, je ne m'y attendais pas et je n'ai pas eu d'accompagnement. Donc, j'ai vécu ces complications et ces difficultés seule, sans personne pour répondre à mes interrogations. Et c'est vrai que en rentrant de la maternité, je me suis dit, mais ces sages-femmes, elles m'ont trahi. Elles m'ont trahi parce que c'est comme si on avait caché la vérité alors que ce n'était pas leur intention, mais je l'ai vécu comme ça. Ouais, mais tu vois, moi, c'est parce que, pour le coup, j'ai un peu la même histoire hein, sur le postpartum, et c'est d'ailleurs pour ça que Prenons un café existe aujourd'hui, hein, clairement, et ça a été initié par ça. Je comprends ce sentiment de trahison, parce qu'en fait, t'as l'impression que on est focus beaucoup sur la grossesse, sur l'arrivée du bébé, sur l'accouchement, et comme si après, finalement, ta vie redevenait comme avant, en fait. C'est juste une formalité, finalement, que le plus dur est l'accouchement, que là, on te dit, ça va être horrible et le pire moment de ta life. Et qu'après, ben, du coup, une fois que t'as ton bébé, d'ailleurs, enfin, moi, c'est une phrase que j'ai souvent entendue, hein, une fois que t'as ton bébé dans les bras, t'oublies tout. Sauf qu'en fait, dans la vraie vie, et surtout quand t'es pas au courant et quand t'es pas préparé, en fait, moi, je trouve que le choc, il vient surtout après. Parce que oui, bien sûr, t'as ton bébé et selon les situations, c'est coup de foudre immédiat ou même pas, hein, enfin, pas forcément. T'as ton bébé et en fait, finalement, tu sais rien. Et c'est là que tout commence. C'est là que tu deviens mère, c'est là que tu dois faire face à un corps que tu, bah, reconnais pas. Enfin, ton corps, il redevient pas comme avant juste parce que ton bébé est sorti. Au contraire, enfin, c'est toute une reconstruction. T'as toute la convalescence de l'accouchement et de la grossesse, toutes ces fuites, tout qui part un petit peu comme ça et qu'on te dit pas. Et ce sentiment de trahison, en vrai, moi, je le comprends parce que ce que je comprends pas, par contre, moi, c'est qu'on n'en parle pas. On te donne des soi-disant cours de préparation à la naissance, enfin à la couche. Aujourd'hui, c'est à la naissance et au suite de couche, mais avant, c'était préparation à l'accouchement. Comme si en fait c'était juste ça qui comptait. Mais en fait, à aucun moment on t'évoque dans ces cours-là. Alors je sais pas aujourd'hui, puisque moi j'ai un enfant qui va avoir 5 ans, donc c'est vrai que depuis, il y a certainement des choses qui ont évolué et je le souhaite. En tout cas, j'espère très fort. Mais en tout cas, à l'époque, c'était vraiment, on parlait pas de ce qui se passait après, quoi. Et c'est une erreur à mon sens et c'est même une faute. Donc en fait, le sentiment de trahison, je trouve qu'il est hyper légitime. Hein. Où on perçoit l'accouchement comme une fin. Donc, parce qu'on sait que c'est une épreuve physique quand même, et c'est vrai. Donc, oui, il faut s'y préparer. Quand on n'a jamais accouché, bon, bah, on a des craintes, on a des appréhensions, et c'est normal. Mais en fait, l'accouchement, c'est le point de départ de notre maternité. L'accouchement dure un certain nombre d'heures, et le postpartum dure toute la vie finalement. Voilà, il y a un peu presque une erreur de jugement, quoi. Alors ça commence à évoluer, mais il y a encore du chemin à faire. Ouais. Bah, en fait, le truc, il y a aussi, c'est qu'on se rend compte, enfin, en tout cas, moi, je me rends compte à force de lire et ben, puis d'interroger des personnes que plus un accouchement est préparé aussi, plus une naissance est préparée, mais correctement dans le sens confiance du corps, physiologie et compagnie, plus le postpartum est doux aussi. Parce que toutes les interventions médicales qu'on peut subir, enfin, qui sont parfois nécessaires, hein, je dis pas, il y en a qui ne le sont vraiment pas, rend le postpartum vachement plus compliqué aussi et plus difficile à vivre. Mais en fait, c'est tellement balayé ce truc de ben c'est pas grave en fait. C'est comme s'il s'en fichait quoi. Comme si le corps de la femme ensuite ne comptait pas. Et c'est assez aberrant finalement, enfin cette situation, je trouve. Ouais, tu vois, c'est marrant parce que c'est quelque chose que je dis souvent. C'est comme si
tout le monde s'en fichait. Donc en fait, tu es une femme, tu es enceinte, tu vas accoucher, bon bah c'est physiologique, les femmes accouchent depuis la nuit des temps, donc bah, certes, mais en fait devenir mère c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas juste mettre au monde un enfant. Devenir mère, c'est trouver une nouvelle identité, son identité de maman. Tout est déconstruit et on doit tout reconstruire. Donc voilà, il y a ces transformations à la fois physiques, émotionnelles, identitaires, organisationnelles aussi. Et puis on a non seulement les douleurs physiques, les douleurs émotionnelles comme je l'ai dit, et les hormones. Et en fait, bah, certaines femmes réagissent mieux que d'autres à ces variations hormonales. Pour celles qui réagissent mal, bah, c'est vraiment très compliqué. Et il n'y a pas d'accompagnement, il y a plus de suivi, quoi. Non. En fait, je me demande, moi, parfois, si finalement, toute cette préparation à la parentalité, parce qu'en fait, ça devrait être ça, préparation à la parentalité, ça devrait pas s'apparenter plus à du coaching et à du suivi psy qu'à quelque chose de plus médicalisé et concentré sur le corps. Alors, c'est important de le faire, certes, parce que bon, il y a quand même cette partie corps qu'il faut pas oublier, il faut pas négliger, mais c'est beaucoup de force mentale et beaucoup de préparation mentale, finalement, normalement. Enfin, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois, tout à l'heure, quand je disais, pendant la grossesse, je ne me suis posé aucune question. Je pense que ça a été une très grosse erreur, et c'est ce qui a aussi rendu mon postpartum si difficile, parce que comme je m'étais complètement remise aux mains des professionnels de santé, bah, quand tu es chez toi avec ton nouveau-né et qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus personne pour te dire quoi faire, comment réagir, bah tiens, ton bébé il pleure, comment il faut s'y prendre, etc. Et donc tu dois prendre tes propres décisions, de faire tes propres choix. Mais puisque je n'étais pas dans cette démarche-là et que je ne m'interrogeais pas, bah, ça a été très très compliqué pour moi et ça a été une immense source de stress et d'angoisse. Est-ce que ton conjoint était avec toi justement pendant toute cette période après la naissance de votre enfant? Bah écoute, à l'époque, bon, il y avait les 7 jours, je crois, C'était 11, je crois. ouais, 11, voilà. Ouais. Voilà, il a pris ses 3 plus 11 ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Donc il est resté 15 jours avec moi, donc oui, forcément ça m'a aidé. Après lui, il a un travail, on va dire avec des horaires décalés, donc absent la nuit, absent le week-end, et c'est vrai que j'étais très souvent toute seule. Donc la solitude aussi a fait que ça a été particulièrement difficile. On vivait dans une nouvelle ville depuis peu. J'avais pas ma famille à proximité pour m'aider. J'avais pas de cercle amical et un conjoint qui faisait ce qu'il pouvait, mais ça n'a pas suffi en fait. Comment ça s'est traduit justement chez toi, ce côté ça n'a pas suffi? Très compliqué parce que si tu veux, j'étais fatiguée. Ça c'est, je pense pour toutes les mamans pareil. J'étais fatiguée, j'avais un allaitement très douloureux et pourtant je n'ai pas demandé d'aide et je n'ai pas voulu lâcher. Donc j'ai persévéré. Donc ça a été un poids supplémentaire. Et voilà, comme je disais, du stress, des angoisses. Quand j'entendais mon bébé pleurer, je réagissais de manière vraiment, on va dire, viscérale et j'ai envie de dire peut-être disproportionnée parce que c'était une réaction très intuitive et je ressentais beaucoup. Je suis une empathe, donc je ressens beaucoup les émotions des autres. Et les pleurs de mon bébé m'étaient insupportables. Donc, si tu veux, j'avais besoin d'aide, j'avais envie qu'on m'aide et je pense sincèrement que j'avais envie qu'on m'aide. Mais malgré, en tout cas, l'aide que mon conjoint a pu m'apporter, ou en tout cas, il a essayé de m'apporter, c'était pas suffisant. Il a pas pu combler, en fait. Il a pas pu combler. Et je pense que le soutien, j'aurais eu besoin de différentes sources de soutien. Est-ce qu'à un moment, toi, tu es allée justement te renseigner et chercher de l'aide d'une façon quelconque? Alors, pas tout de suite. Les premiers mois, j'ai envie de dire, les 3 premiers mois, je me suis dit, bon, c'est le début, c'est difficile, c'est normal. Je m'y attendais quand même un minimum. Et puis, vers les 4 mois de ma fille, là, j'ai commencé à me dire, en fait, ça commence à être trop. Je n'arrive plus j'ai plus les épaules, j'ai plus l'énergie, ni émotionnelle, ni physique. Et c'est là que ça s'est un petit peu compliqué. C'est là où je me suis dit, en fait, tu pensais que c'était temporaire, mais visiblement, ces difficultés, elles vont perdurer. Et là, je me suis dit non. Ça peut pas être ma vie, en fait. Ça peut pas être ça, ma nouvelle vie, en tant que maman. J'ai pas tout de suite cherché de l'aide, mais je me suis dit que j'allais reprendre le travail parce que j'avais besoin de sortir de chez moi, j'avais besoin de couper avec ma fille et de me retrouver.
Mais du coup, à ce moment-là, c'était quoi ton ambition professionnelle? Enfin, quand tu dis: «Je vais reprendre le travail», tu avais prévu justement de faire cette rupture conventionnelle avec ton ancienne entreprise. Comment tu envisages tout ça? Le contrat se termine en effet avec mon entreprise. Je pense que ma fille avait environ 3 mois à ce moment-là. Je suis restée avec elle jusqu'à ses 7 mois. Donc, D'accord. c'était à la fois une chance et à la fois un poids parce que je pense que j'avais vraiment besoin de me sociabiliser et de sortir de chez moi. Et vers ces 5-6 mois, je me suis dit: «Bon, en fait, Marion, il faut que tu retrouves un travail parce que c'est vital». À ce moment-là, j'en avais vraiment besoin pour ma santé mentale, en fait. Et toujours dans cette démarche, voilà, d'avoir ce projet, commun avec mon conjoint. J'ai continué à chercher dans cet environnement, voilà, dans la restauration, dans la restauration. J'ai repris un travail en tant que responsable administrative et financière pour un restaurant. J'ai très vite trouvé et donc quand ma fille a eu 7 mois, je suis retournée travailler. Tu as trouvé un mode de garde assez facilement? Alors facilement, pas si facilement que ça. Je pense que j'ai dû contacter une bonne centaine de nounous, d'assistantes maternelles pour trouver une personne qui a été la nounou de ma fille pendant 2 ans. Donc voilà. Top. Alors, tu prends ce travail. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que tu arrives à t'organiser dans cette vie de maman qui travaille? Comment ça se passe? Bah, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à aller vraiment mal parce que, alors à la fois, le travail était vraiment une bouffée d'oxygène pour moi. Donc ça me changeait les idées, je voyais mes collègues, voilà, ça me faisait quand même du bien. Mais bah, forcément, je me levais la nuit parce que ma fille était encore petite, donc je me levais la nuit. Le matin, il fallait l'emmener chez la nounou, se dépêcher pour pas être en retard au travail, travailler toute la journée, rentrer à 18h, lui donner le bain, lui donner à manger, etc. Enfin, c'est le quotidien de tout le monde, hein, j'ai envie de dire. Mais à ce moment-là, je me dis, en fait, ma vie n'est faite que de contraintes, que de contraintes. Donc, je n'avais pas de vie sociale, on va dire. Un conjoint, bon, bah, qui était quand même encore une fois absent. Un travail qui me fait du bien, mais qui me fatigue aussi. Et ce petit bébé dont il faut s'occuper. Et en fait, je me suis sentie écrasée par le poids de cette responsabilité. Et je me suis dit, en fait, ma vie, elle est finie. Elle est finie parce que tout mon temps et toute mon énergie, maintenant, est consacrée à mon enfant. Et moi, je n'existe plus. Ouais, c'est fort ce que tu dis. Et je pense qu'il y a beaucoup de mères qui vont se reconnaître dans ces mots-là parce que c'est vrai que ouais, c'est ça, t'as l'impression d'être dans un étau finalement et que ça s'arrêtera jamais. À quel moment, toi, j'allais dire, sors la tête de l'eau? Quel est l'élément déclencheur, en fait? Est-ce que tu persistes dans ce travail-là? Est-ce que tu finis par le quitter? Quelle solution vient à toi, en fait? Enfin, vient à toi. Les solutions viennent jamais à soi. C'est souvent nous qui les mettons en place, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, non, le travail, je ne l'ai pas quitté parce que je pense vraiment que ça a été ma bouée, en fait, de sauvetage, hein, malgré tout. J'en ai jamais parlé au travail ou je ne l'ai jamais montré, je pense, que j'allais mal au travail. Je faisais bonne figure. Peut-être que ça s'est vu, hein, je sais pas, mais on m'en a jamais parlé. Les mois passant, je me suis sentie de plus en plus mal, en fait. Et je pense que j'ai touché le fond au moment où ma fille a fêté ses 1 an. Et j'étais vraiment dans une grande détresse émotionnelle. Et puis bah là, forcément, je me suis dit, mais il faut réagir, il faut faire quelque chose parce que je suis au fond du trou et ça ne peut pas durer. Donc là, à ce moment-là, je décide de consulter une psychologue à qui bah, j'expose voilà ma vie, mes problématiques, mais qui n'a jamais fait le pont, le lien entre mon état, on va dire mental, émotionnel, et ma maternité. Il n'y a pas le mot dépression postpartum qui a été mis? Non. Parce que quand tu racontes, quand tu décris tes émotions, ça ressemble à ça quand même, tu vois? Bah moi, je lui ai dit, je n'osais pas admettre, et peut-être m'admettre, voilà, à moi, que j'étais en dépression. Donc, je lui disais, ah, je me demande si je suis pas en dépression, ou peut-être dépression postpartum, parce que les hormones, voilà, je rattachais ça un petit peu aux hormones. Bon, je pense que c'était un des facteurs, mais pas le seul. Elle me dit oui, c'est possible, mais je ne sais pas. Je pense que comme je faisais bonne figure quand même, et que le mal-être émotionnel, en fait, il ne se voit pas, donc on peut laisser transparaître ce qu'on veut. Enfin, c'est son travail d'aller justement chercher, Oui, tu vois? oui, ouais, c'est vrai. Avec le recul, je me dis c'est quand même dingue. J'aurais eu besoin qu'elle mette ces mots-là quand même et qu'elle en parle. Mais bon, ça m'a fait quand même du bien. Elle m'a aidée, mais ça n'a jamais été diagnostiqué entre guillemets.
Et ben du coup, la suite. Enfin, moi, j'ai envie de savoir. Je sais pas tellement quelle question vraiment poser parce qu'en fait, j'attends tellement de savoir quel a été vraiment ce déclic-là qui t'a permis de d'aller ensuite sur une autre sphère parce que qui est complètement différente cette idée de d'entreprise. À quel moment tu t'es senti mieux? Qu'est-ce que tu as mis en place justement pour te sentir mieux et sortir de cette dépression qui n'a jamais été diagnostiquée? Déjà, d'une part, la psy et puis une prise de conscience, en fait. Je pense que vraiment, à un moment donné, je me suis dit: «Bah, écoute, Marion, il faut que tu reprennes ta vie en main et oui, maintenant tu as un enfant et oui, c'est une immense responsabilité et il va falloir que tu l'intègres, en fait, à ta vie, à ton quotidien». Et j'avoue qu'il y a eu un événement qui a été, déclencheur. En fait, en janvier 2020, donc à l'aube du Covid. Ah, le fameux. On n'a même pas encore dit son nom. C'est vrai, on n'en avait pas parlé, tiens. À l'aube du Covid, je décide de partir en voyage et d'aller rendre visite à Oh, une bah, t'as eu le amie. nez fin. Oui, d'aller rendre visite à une amie qui vit à Hong Kong. Donc je dis à mon conjoint, je pars 10 jours seule, je te laisse notre fille et voilà. Et donc si tu veux, bon bah c'était mon premier voyage parce que moi j'étais quelqu'un qui voyageait beaucoup avant la naissance de ma fille. Mon premier voyage depuis la naissance de ma fille, à l'autre bout du monde. Bon, elle n'avait que 18 mois, enfin, tout juste. Donc, ce n'était pas simple, mais j'en avais besoin et pour moi, C'est vrai que c'était... t'aurais pu partir en week-end à 1 heure de chez toi, tu vois. Oui, là, non. J'avais Là, besoin non. de me dire, en fait, ce Ouais. n'est plus entre mes mains. Il y a d'autres personnes qui peuvent gérer mon enfant. Je ne suis pas responsable de tout, en fait. Je peux faire confiance aussi aux autres et les autres sont capables. Moi, j'ai confiance en moi aussi. Et puis, eh ben, je suis partie. Et tu vois, le fait de sortir de mon environnement, de partir à l'autre bout du monde, et en fait, de me dire, tu vois, ta vie n'est pas finie. Tu peux encore voyager. T'es encore Marion. T'es encore une femme. T'es pas juste une mère. Voilà. Ça m'a fait un bien fou. Un bien fou. Et pendant ce voyage, je me suis dit, OK, je veux sortir de mon trou, en fait. Donc, je vais rentrer et je vais mettre en place des choses pour sortir de cet état, pour vivre aussi la vie que j'ai envie de mener, en fait. Et puis, ça n'a pas manqué. En tout cas, quand je suis repartie de Hong Kong, les frontières fermées et puis le premier confinement est arrivé. C'est vrai que là, pour sortir de son trou, c'était un peu compliqué. Oui. Comment tu le vis, toi, ça? À la fois bien et pas si bien parce que voilà je suis chez moi, j'ai du temps pour moi, je reviens de ce voyage donc j'ai des idées plein la tête, je me suis dit bah, enfin je vais pouvoir tout mettre à plat et puis commencer à vraiment penser à la suite. Et premier confinement, on est quand même enfin à l'époque on sortait vraiment pas de chez nous, on était confinés nous dans un appartement bah, comme enfin, des millions de Français dans un appartement avec un enfant de 18 mois. Et là encore, je me suis dit si je n'avais pas d'enfant, ma vie serait tellement plus simple. J'étais encore dans ce regret en fait parce que j'ai quand même eu un regret maternel pendant assez longtemps et je me dis mais imagine toutes ces personnes qui sont confinées comme toi mais qui n'ont pas d'enfants, qui peuvent prendre du temps pour eux, pour lire, pour regarder un film, etc. Et j'étais dans cette frustration de me dire bah encore une fois non, toi t'as tes responsabilités, t'as fait ce choix-là et puis tu dois les assumer. Donc j'avais, je pense, aussi une part de colère envers moi-même. Mais ce confinement m'a permis en effet de penser à la suite et c'est ce qui m'a mené ensuite à Obamacare plus tard. Ouais, ça c'est intéressant. Mais tu vois, ce sentiment justement de, c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, on n'en a encore jamais parlé sur Prenons un café de cette histoire de confinement avec des enfants. Parce que, mais je pense que c'est un sujet qu'il faudra aborder parce que ce que tu dis, c'est, enfin moi je l'ai ressenti aussi. Pourtant, j'ai pas eu de regret maternel et j'ai pas vécu de dépression, et j'ai pas tout ça. Mais par contre, c'est vrai qu'à plein de moments, je me suis purée, en fait, si j'avais pas d'enfant, ben, ça serait tellement cool, tu vois. Je pourrais faire du yoga quand je veux, je pourrais faire des trucs, tu sais, genre me mettre à la peinture, au puzzle ou à que sais-je, enfin, à n'importe quoi. Et en fait, toi, tu peux pas parce que t'as un enfant à la maison qui demande toute ton attention et en fait, t'es plus fatigué encore que quand tu as ta vie classique. Et moi aussi, j'ai ressenti cette jalousie ouais, cette jalousie, cette envie des autres personnes qui avaient pas d'enfants, mais pendant ce confinement, en fait, de me dire, purée, mais quelle chance, en fait. Quelle chance de pouvoir se recentrer sur soi, quelle chance de pouvoir, profiter de ce break où tout est à l'arrêt et ouais d'accord il y a une pandémie, on sait pas trop ce qui va se passer et aussi on connaissait pas tout ce qui s'est passé après, donc on était vraiment dans un mood un peu
C'était assez innocent finalement à l'époque, je trouve. Et c'est un sentiment que je pense beaucoup de parents ont ressenti, tu vois, et dont on a assez peu parlé en fait. Cette injustice, et je pense que c'est une injustice qui est encore ressentie aujourd'hui, parce que beaucoup des conséquences de cette pandémie ce sont les parents en fait qui les subissent, avec les écoles, avec, enfin toutes ces choses où on peut pas travailler, parce que quand on te dit en télétravail, quand t'as pas d'enfant, ben en fait finalement c'est assez facile à mettre en place, quoi. Par contre, quand tu as des enfants, tu peux plus en fait faire ça. Tu peux pas avoir ton télétravail et ton enfant à la maison. On t'appelle tous les 4 matins pour aller rechercher ton enfant parce que c'est fermé, parce que ceci, et c'est de pire en pire en plus. Bon, alors voilà, je ne sais pas quelle sera l'issue de tout ça, et j'espère vraiment que ça va s'améliorer. Mais finalement, c'est vrai que beaucoup de parents, beaucoup d'enfants aussi, parce que bon, là on parle de parentalité, les enfants c'est autre chose, mais beaucoup de parents en fait subissent les conséquences de cette pandémie, et beaucoup plus que les personnes qui n'ont pas d'enfants. Donc il y a une grosse forme d'injustice, je pense, qui va être ressentie, et voilà. Enfin, c'est quelque chose dont on parle pas assez, je pense, mais qui va ressortir, hein, quand on va sortir de tout ça. Je pense que ça va pas mal ressortir. Oui, complètement. Pourquoi tu te diriges, parce que tu étais quand même partie pour ouvrir une pâtisserie, enfin avec ton conjoint, donc entreprendre, ok, ça c'était un but pour toi, t'en avais envie. Et pourquoi tu diriges finalement vers la périnate? Pourquoi tu vas t'intéresser à toutes ces femmes qui donnent naissance et qui sont seules par la suite? Pourquoi tu vas, enfin, comment décides-tu déjà, dans un premier temps, d'arrêter ce projet avec ton conjoint? Quel est le déclic pour toi, et surtout, comment il a réagi, lui? Le déclic, en fait, ce qui a mis fin finalement à ce projet, c'est justement la naissance de notre fille. Parce que on a aussi appris à se connaître au moment de la naissance de notre fille, puisque finalement on se connaissait depuis peu. Et avoir un enfant, bah forcément ça révèle et ça réveille aussi pas mal de choses. Et on s'est dit en fait non, un projet d'entreprise c'est comme avoir un deuxième enfant. Et là ça va pas être possible, parce que ça avait été trop compliqué pour moi et aussi compliqué pour lui et notre relation. Et on se dit là, on va droit dans le mur, donc on y met un terme. Lui a poursuivi du coup ce projet-là, et moi, je me suis dit bon, en fait, j'ai toujours voulu entreprendre. Je le sais depuis une bonne dizaine d'années, voilà. Comme je disais au début du podcast, j'étais dans cette quête de sens dans ma vie professionnelle, et c'était très important pour moi de faire quelque chose qui soit aligné en fait avec mes valeurs et qui je suis. Et j'avais ce besoin de créativité aussi, de construire un projet de toutes pièces. Donc au moment du confinement, finalement, je commence à me sortir de ce mal-être. Je me dis, si moi j'ai vécu ça, forcément il y a beaucoup d'autres mamans qui ont vécu et vivent la même chose, et j'aimerais pouvoir les accompagner dans cette étape-là de leur maternité, parce que aujourd'hui l'accompagnement est quasiment inexistant. Donc voilà, ça a été le point de départ. C'est un mélange de tout ça où je me suis dit c'est le moment de se lancer, parce que toutes les planètes étaient alignées, j'ai envie de dire. Et alors du coup, c'est quoi ton idée première? Parce que est-ce qu'après déjà à ce moment-là, tu as commencé à te renseigner un petit peu plus sur tout ce qui était périnatalité? Parce que tu disais pendant ta grossesse, tout ça, tu te renseignes pas, tu lis pas, tu vas pas chercher d'infos. Est-ce que là, tu es déjà allé en chercher plus? Est-ce que tu as plus de connaissances sur le sujet? Oui, alors en fait, à ce moment-là, vraiment ma volonté première, c'est d'accompagner sur le plan émotionnel les femmes. Voilà. Donc, je réfléchis à quelque chose qui va permettre de briser l'isolement. En fait, c'est surtout ça ma C'est ça, démarche. ouais. Voilà. Donc je pense à un lieu, un lieu de rencontre. Et puis en fait, en plein Covid, non, ça va pas le faire. Je suis assez concernée par le sujet et te dirais qu'en effet, c'est compliqué. Voilà, c'était pas le bon timing. Non. Mais si tu veux, quand même, c'est un sujet, parce que j'ai dit que je m'étais pas renseignée, c'est vrai. Je pense que j'étais dans ma bulle pendant ma grossesse, et j'étais un peu j'étais dans mon monde en fait. Mais à côté de ça, j'avais vu en boucle tous les épisodes de La Maison des Maternelles sur tous les sujets. J'avais quand même lu pas mal de bouquins, etc. Donc ça m'intéressait, mais je pense que je voyais ça de l'extérieur en fait, puisque je n'étais pas encore maman. Et donc là, je commence à faire des recherches, comment briser l'isolement et accompagner émotionnellement les femmes. Et c'est comme ça que j'ai découvert le métier de doula, que je ne connaissais pas du tout en fait à cette époque. Et voilà. Et donc j'ai commencé à creuser cette piste-là, et j'ai décidé finalement de me former à ce métier-là pour accompagner les femmes en postpartum.
Donc, tu te formes en tant que doula. Tu fais quel type de formation? Comment ça se passe pour faire une formation? Alors, bah écoute, j'ai un petit peu creusé. C'est vrai qu'il existe, on va dire des organismes, des instituts en France qui sont un peu voilà la référence dans le domaine. Et puis, j'étais pas tout à fait sûre encore à l'époque que c'était vraiment fait pour moi. Et puis, je me suis dit bon, je veux pas m'engager non plus sur une formation d'un an, un an et demi, alors que je tâtonnais encore un petit peu à cette époque-là. Et donc, j'ai décidé de suivre une formation avec une femme qui s'appelle Diane Boutin, qui est une sage-femme et doula québécoise et qui est vraiment une femme extraordinaire, qui était un format de formation plutôt court. Mais je me suis dit, en fait, ça va mettre le pied à l'étrier, ça va être le point de départ et puis je vais voir si effectivement c'est cette piste-là que je veux poursuivre. Et donc à l'automne, donc au mois d'octobre, octobre 2020, je suis la formation à Paris. Donc pareil, à l'aube du deuxième confinement, j'arrive à C'est faire des dates clés pour toi. la formation avec Diane et si tu veux cette formation-là, en dehors de ce que ça a pu m'apprendre sur la physiologie, la grossesse, l'accouchement, postpartum, ça m'a vraiment ouvert l'esprit et la conscience et ça a été transformateur pour moi. Et donc, après ça est né Omama Care, c'est ça? C'est ça. Qu'est-ce que c'est exactement Omama Care? Alors, donc, suite à cette formation, je me suis dit, OK, je me lance à fond dans cette activité de doula. J'ai été licenciée économiquement parce que je travaillais dans la restauration. Bah oui, c'est vrai ça. Voilà. Donc, mon patron m'a dit, bah, écoute, au revoir, dans de bonnes conditions. Ouais. Bah c'est bien, c'est une Voilà. chance finalement. Mais ouais, ça a été vraiment une chance et donc je me suis dit, c'est le moment. Ah, il y a pas de hasard. Je l'avais pas encore dit dans cet épisode. Ouais. C'est vrai, je ne crois pas au hasard non plus. Et donc si tu veux, bah voilà, je commence à développer mon activité, je fais mon site internet, je fais mes premiers accompagnements, j'essaie de développer mon réseau, etc. Et puis très vite, je me suis dit, ok, comment je peux avoir plus d'impact, aider plus de jeunes mamans, donc pas seulement en local, mais un peu partout en France. Et c'est comme ça qu'est arrivée l'idée d'Omama Care, puisque Omama Care, en fait, le concept, c'est d'aider des futures et jeunes mamans à trouver une doula postnatale près de chez elles qui va pouvoir les accompagner après la naissance de leur bébé. Donc tu fonctionnes comme une espèce d'annuaire, c'est ça? Alors c'est pas un annuaire, en fait, je suis, si tu veux, une entremetteuse. D'accord. C'est-à-dire que les mamans me contactent et me parlent de leurs besoins, de leur histoire, etc. Et en fonction de ça, je vais moi partir à la recherche d'une personne qui va pouvoir répondre à ces besoins-là et être présente au moment où elles en auront besoin et près de chez elles. Et pourquoi spécialement postnatal du coup? Parce que en fait, si tu veux, j'étais partie du postulat que l'accompagnement en postpartum était quasi inexistant et je me suis dit bon, il existe déjà beaucoup de choses pour la grossesse et l'accouchement, encore une fois, et j'aimerais enrichir en fait les possibilités de soutien en postpartum. Et puis ça faisait résonance avec mon histoire puisque moi je m'étais sentie très seule et très mal. Et voilà, je voulais absolument pouvoir éviter aux autres mamans de vivre ça. Donc j'ai fait le choix de me positionner uniquement sur du postnatal. T'as le métier aux Pays-Bas, t'as le métier de, je Kramzorg. vais certainement l'écorcher, voilà, de Kramzorg. J'ai reçu Delphine qui est Kramzorg aux Pays-Bas, à Amsterdam justement l'année dernière. Ça remonte un petit peu maintenant, sur Prenons un café. Est-ce que tu dirais que ça s'apparente un petit peu à ça? En fait, la Kramzorg, c'est une personne qui vient pendant une semaine, je crois. C'est une semaine après la naissance. Bon, alors aux Pays-Bas, c'est encore un peu différent parce qu'il y a beaucoup plus d'accouchements à domicile, il y a beaucoup plus de, enfin, c'est vraiment un accompagnement qui est complètement différent de ce qu'on peut vivre en France. Mais donc, c'est une personne qui vient à domicile pendant une semaine et qui gère un petit peu, enfin, qui aide les parents justement dans cette première semaine avec leur bébé. Il n'y a pas de séjour à la maternité aussi là-bas, c'est vrai. Donc, ça vient un petit peu en complément, qui s'occupe un petit peu des repas, qui s'occupe de l'enfant pendant que les parents peuvent dormir, et qui s'occupe un peu de l'entretien des parties communes, qui montre comment donner le bain, tout ça. Est-ce que tu dirais que ça ressemble un petit peu à ça? Alors les Kramzorg, elles ont une formation qui est quand même beaucoup plus poussée dans le sens où c'est une formation qui est à la fois médicale et à la fois sur justement l'accompagnement et le soutien à domicile, donc dans la vie de tous les jours. Et en fait, les Kramzorg, on peut le dire, je pense que c'est un mélange entre une sage-femme quelque part et une doula. Mais elles ont les connaissances et la formation pour pratiquer des actes médicaux. Donc voilà, ça s'apparente, mais c'est quand même différent.
Et alors du coup, si on veut faire appel à tes services, si une future maman a besoin justement de services d'une doula en postpartum, si elle a besoin d'un accompagnement, comment ça se passe? Comment tu procèdes? Alors, en fait, la maman peut me contacter dès la grossesse, donc à tout moment de la grossesse, ou à tout moment en postpartum, et il n'y a pas de limite de temps. Et en fait, donc elle va me présenter sa situation, voilà, est-ce qu'elle a un entourage qui l'aide quand même un petit peu ou pas du tout, comment elle se sent, quels sont ses besoins en matière d'accompagnement, qu'est-ce qu'elle attend de l'accompagnement. Et en fait, sur cette base-là, donc comme je le disais, moi je vais partir à la recherche d'une personne qui va correspondre vraiment à ses attentes et à ses besoins. Je vais lui présenter un profil donc d'une personne. Elles vont échanger dans un premier temps, voilà, par téléphone, pour voir si le feeling passe bien, si effectivement la maman se sent en confiance et à l'aise avec cette personne-là. Et c'est vraiment la maman qui va choisir la personne qui l'accompagnera. Parce que si jamais ça ne va pas avec une personne, je lui présenterai quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'elle trouve sa perle rare. Ah, ok, c'est trop bien. Mais en tout cas, Marion, je trouve ça, ton histoire, elle est incroyable parce qu'en fait, on part quand même d'une envie finalement qui était déjà là, finalement, au plus profond de toi, de quand tu étais si jeune et que tu as mis de côté, mais qui t'a finalement rattrapé. Et je trouve ça assez fou. Enfin, et ça rejoint encore une fois cette phrase de il n'y a pas de hasard parce que finalement, ça a toujours été un peu là au fond de toi, même si pendant un moment ça s'est écarté, ça a toujours été là et c'est fou quoi cette histoire. Ouais, complètement. C'est vrai que ça m'a rattrapée et aujourd'hui je m'épanouis énormément dans ce projet qui a énormément de sens pour moi et qui résonne beaucoup avec mon histoire. Donc j'espère pouvoir apporter du soutien et du réconfort à beaucoup de mamans partout en France. Carrément, puis moi, tu sais, j'aime beaucoup ces histoires justement on sait que la maternité chamboule énormément de choses, mais quand tu vois là, on sent vraiment qu'en toi, la maternité, la parentalité t'a donné une espèce de mission de vie, en fait. Au point de changer justement ta vie professionnelle, parce que ça pourrait être quelque chose en side project et quelque chose, que tu alimentes, de façon diverses et variées. Mais là, ça a changé vraiment toutes tes ambitions professionnelles et tout ton cadre de vie et à quel point ça t'a chamboulé. Moi, je trouve ça vraiment impressionnant et ça montre justement à quel point en fait la maternité, c'est pas juste ajouter un être humain à sa vie, c'est quelque chose qui te change profondément et qui change absolument, qui balaye tout sur son passage en fait finalement. Exactement. Oui, en fait, la maternité m'a vraiment métamorphosée et m'a poussée justement à trouver des réponses et à m'aligner avec qui j'étais au plus profond de moi finalement. Et il y a eu un moment où en fait je n'ai pas pu aller plus loin, c'est-à-dire que je me sentais tellement mal qu'il a fallu que je m'écoute et que je me réaligne. Et comme tu le dis, c'est une mission de vie en fait qui est venue à moi. Et aujourd'hui, je me dis que j'ai vécu des moments difficiles ces 3 dernières années, mais ça m'a tellement apporté et j'en sors tellement grandie et forte. Et je trouve que finalement, ça a été une expérience incroyable et je ne la changerai pour rien au monde. Ah, c'est chouette, c'est beau. Merci beaucoup Marion. Si on veut te contacter, si on veut faire appel à tes services, par où ça se passe? Alors, sur mon site internet, donc omamacare.fr ou sur mon compte Instagram, omamacare tout attaché. Voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, j'y répondrai avec grand, grand plaisir. Ah super. Écoute, merci beaucoup Marion, c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui et puis d'entendre ton histoire qui est une belle histoire même si elle a eu de très très bas. Je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite, je te souhaite énormément de réussite et d'accompagner plein de mamans pour que ton histoire à toi soit pas vaine finalement et qu'elle puisse servir d'autres. Parce que c'est un peu le but de tout ça finalement. Exactement. Merci beaucoup Élise. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que cet épisode t'a plu et j'en suis très contente. Si c'est le cas, file vite sur Apple Podcast pour mettre 5 étoiles et dire pourquoi tu écoutes Prenons un café. C'est hyper simple. Tu ouvres ton appli Apple Podcast sur ton iPhone, tu vas sur Prenons un café et tu descends tout en bas. Là, tu mets le nombre d'étoiles que tu souhaites, 5 bien sûr, et tu écris ce que tu veux dans la section Avis. Par exemple, le 22 décembre, Lily Max Juju écrivait « Ce podcast est vraiment génial, enrichissant, les thèmes abordés sont variés, bref, je recommande plus. À chaque épisode, c'est ma petite parenthèse. Merci Lily Max Juju pour tes mots, je suis hyper touchée. Bon, et puis si tu n'as pas Apple Podcast, tu peux parler de Prenons un café autour de toi, ce sera génialissime aussi et je t'en serai éternellement reconnaissante. Je te rappelle que tu es sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode.
Abonne-toi à Prenons un café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.